Voilà des nouvelles inattendues. La Chine se prépare secrètement au départ de Vladimir Poutine et à travailler avec la Russie sans ce dictateur nain. Le Wall Street Journal a publié un article qui a dû glacer le sang au Kremlin. D'après les entretiens avec des responsables des deux pays, des diplomates et des analystes, il s'avère que Pékin a cessé de miser personnellement sur Vladimir Poutine. Les Chinois, discrètement et prudemment, sans attirer l'attention, établissent des liens avec l'élite russe et les responsables qui détermineront l'avenir de la Russie après le départ de Vladimir Poutine. La logique de Pékin est assez cynique. La ligne anti-occidentale de la Russie est tellement ancrée dans la société et les institutions étatiques qu'elle survivra à l'actuel dictateur Vladimir Poutine. Cela signifie donc que Poutine n'est qu'une figure interchangeable. On a simplement écarté Poutine, on en a mis un autre. Rien d'autre n'a changé. Ce n'est pas la figure de Poutine qui est importante, mais le système qu'on peut, excusez-moi, continuer à exploiter. Parce que la Russie est déjà devenue un véritable appendice de la Chine. Dans cet épisode, comment la Russie est devenue un partenaire junior, un partenaire que Pékin manipule facilement. Pourquoi les sinologues parlent-ils de la transformation de la Russie en un gigantesque Laos ? En quoi consiste la stratégie de faire mariner les Russes jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux ? Ce n'est pas une blague, c'est une véritable doctrine chinoise. Comment Xi Jinping a arraché à Poutine une capitulation sur le yuan ? Et le plus explosif. Pourquoi les services secrets russes constatent actuellement un recrutement massif de leurs fonctionnaires par les Chinois, mais gardent le silence et ne font rien ? Je m'appelle Alexei Petchi, ce sera un épisode super intéressant. Alors abonnez-vous à la chaîne, nous approchons des 300 000 abonnés. Je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Cela ne prend qu'une seconde, cela me fera plaisir et ce sera utile. Alors, commençons par l'essentiel. Sous Vladimir Poutine, qui a rompu les liens avec l'Occident, la Russie est devenue pleinement le partenaire junior de la Chine. La Chine, même si elle agit prudemment et discrètement, manipule la Russie dans son propre intérêt. Mais ce n'est pas le plus important. Voici ce qui compte vraiment. Le Wall Street Journal écrit que Pékin renforce discrètement ses relations avec la classe dirigeante russe, contournant progressivement Vladimir Poutine et son entourage proche. Les Chinois renforcent leurs liens avec les fonctionnaires et les membres de l'élite qui détermineront l'avenir de la Russie après le départ de Vladimir Poutine. Et c'est en réalité un coup porté au régime de Poutine, auquel il a peur de répondre. Réfléchissez-y bien. Pendant que Vladimir Poutine assure au monde entier une amitié sans limite avec la Chine, son soi-disant meilleur ami fait déjà connaissance avec ses successeurs. Ainsi, il montre que l'ami ici n'est pas Poutine. Poutine n'est qu'une pièce qu'on peut facilement remplacer. Il suffit de la faire tomber de l'échiquier et d'en mettre une autre. Et c'est tout. Et la Chine a adopté cette stratégie. Le calcul de Pékin est très simple. En Chine, on part du principe que les sentiments anti-occidentaux sont tellement profondément enracinés dans la société russe ensauvagée et dans les institutions d'État qu'ils survivront à l'actuel président. Autrement dit, peu importe qui viendra après, la Russie restera hostile à l'Occident. Et par conséquent, elle sera condamnée à dépendre de la Chine. Il faut donc miser non pas sur une personne, mais sur le système. Et c'est là que les journalistes notent que lorsque Xi Jinping, tout juste arrivé au pouvoir, a rencontré Vladimir Poutine pour la première fois. En 2013, la Chine représentait environ 10% du chiffre d'affaires commercial total de la Russie. On ne pouvait pas dire que la Russie dépendait de façon critique de Pékin à ce moment-là. Mais ensuite, le vieux fou Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine en 2014, et depuis, ce chiffre a quadruplé. La part des produits chinois sur le marché russe dépasse aujourd'hui 40%. Et maintenant, voyons l'indicateur inverse. La part de la Russie dans le commerce chinois est inférieure à 4%. Voilà tout l'équilibre des relations entre les meilleurs amis. Pour Moscou, la Chine représente presque la moitié de tout le commerce extérieur. Cela signifie donc que c'est une question de survie. Et pour Pékin, la Russie n'était qu'une marge d'erreur statistique. Moins de 4%, franchement, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que même si, hypothétiquement, la Russie s'effondrait complètement demain, la Chine ne le remarquerait pratiquement pas. Mais si la Chine refuse soudainement de fournir des marchandises à la Russie, eh bien la Russie disparaîtra tout simplement. Si la Chine ferme soudainement son marché à la Russie aujourd'hui, la Russie s'effondrerait en 2 jours dans la situation actuelle. Mais voici ce qui est important.
Que fournit la Russie à la Chine et sur quoi gagne-t-elle de l'argent? Donc la Russie reste toujours un simple fournisseur de matières premières. La Russie vend du pétrole et du gaz à la Chine avec d'énormes remises, en plus d'autres ressources naturelles, par exemple le bois de Sibérie. Pas de technologie, pas de capitaux. Je ne sais pas. Des produits super sophistiqués? Non, juste des matières premières. Et en plus avec une énorme remise. Et à propos des remises, nous allons en parler tout de suite. L'objectif stratégique de Pékin a été formulé assez clairement par le sinologue Alexandre Gabouev. C'est le directeur du Centre Carnegie de Berlin pour l'étude de la Russie et de l'Eurasie. Je vais citer ses propos. La Chine a vraiment une excellente chance de transformer la Russie en une sorte de Laos géant, ou un Pakistan géant. Un pays beaucoup plus dépendant de la Chine, beaucoup plus étroitement lié à elle. Un pays qui considère beaucoup plus la Chine comme un modèle et une source d'idées sur la modernité. Pour le dire simplement, on a entendu ici une formule très juste. Les Russes considèrent la Chine comme un modèle et une source d'idées sur la modernité. Ce Russe sauvage observe la Chine et pense « c'est ainsi qu'il faut vivre, voilà comment il faut vivre, ce à quoi il faut aspirer ». Encore une fois, la Russie, à Pékin, est simplement présentée comme un Laos géant. Pas une superpuissance, pas le deuxième pôle du monde, pas la Grande Russie. Non, juste une grande version d'un pays satellite, qui admire Pékin et emprunte à la Chine sa vision de la vie. Et Gabouev explique comment cela a été réalisé. La tactique porte un nom simple. Voici encore une fois sa citation. Le mieux, c'est de continuer à faire mariner les Russes. Attendre que la situation économique en Russie empire encore, que les Russes se retrouvent à genoux, afin qu'ils acceptent des conditions avantageuses pour la Chine. Alors que pensez-vous de cette amitié, hein? Ne pas sauver, ne pas soutenir, ne pas les tirer d'affaire, ne pas tendre la main, mais faire mariner. C'est-à-dire attendre que ça devienne encore pire. Parce que plus la Russie va mal, moins elle coûte cher à la Chine. Et Pékin sait comment économiser. Comme le note le Wall Street Journal, Pékin oblige Moscou à agir dans l'intérêt de Pékin, prudemment mais avec insistance, en construisant des relations et des structures qui fonctionneront pendant des décennies. Autrement dit, le piège ne se referme pas seulement pour le mandat de Vladimir Poutine, mais pour toute une génération à venir. Là, si les Russes avaient un cerveau, ils se diraient « mince, le problème n'est pas que Poutine partira et que tout changera. Rien ne changera du tout. Parce que la Chine prend le contrôle total de la Russie. Poutine partira, un autre viendra, rien ne changera. Vous resterez des esclaves comme vous l'avez toujours été. La Chine continuera à exploiter vos ressources comme elle l'a toujours fait. Peut-être qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard, de faire quelque chose à ce sujet. Mais faisons ainsi. Tant que cela reste abstrait, passons à des choses concrètes. Eh bien, pour que ce soit plus convaincant. Pendant plus de 10 ans, Vladimir Poutine, craignant le renforcement de l'influence chinoise, a résisté. Il a résisté à une idée toute simple. Faire du yuan la monnaie chinoise, la principale devise de la Banque de développement de l'Organisation de coopération de Shanghai. Une structure qui est censée financer des projets en Asie centrale. Pourquoi résistait-il ? Parce que l'Asie centrale, c'est ce qu'on appelle l'étranger proche, que Vladimir Poutine considère comme une sphère d'intérêt exclusivement russe. Il a même un jour laissé entendre que c'était en quelque sorte l'arrière-cour de la Russie. Donc, l'Asie centrale, c'est le domaine des Russes, c'est leur territoire, c'est eux qui contrôlent tout là-bas. Et Vladimir Poutine voyait d'un très mauvais œil toute tentative d'influencer la situation dans cette région. Poutine proposait d'y introduire le rouble pour le commerce, ou même une monnaie séparée, mais surtout pas le yuan chinois. Voici le résultat. Au cours de l'année écoulée, Xi Jinping a obtenu cette concession de Vladimir Poutine. Des conseillers du gouvernement chinois et des diplomates l'ont raconté au Wall Street Journal. L'isolement financier a forcé la Russie à revoir sa position. Désormais, Moscou est prête à rejoindre cette banque. En échange, elle ne demande que des garanties pour que son fonctionnement ne soit pas soumis aux sanctions occidentales. Je vais traduire du langage diplomatique en langage courant. Vladimir Poutine a cédé sa propre arrière-cour au yuan chinois. L'Asie centrale. Il a livré l'Asie centrale à l'argent chinois, qu'il a protégé pendant 10 ans. Et il disait que c'était notre territoire. Pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il n'avait pas le choix.
Sinon, son meilleur ami lui mettrait simplement une baffe à cette gueule de Russe insolent. Et maintenant, à mon avis, le détail le plus explosif de cet épisode. L'interlocuteur du Wall Street Journal, proche des services procrans spéciaux russes, a déclaré « En Russie, on constate de plus en plus de cas d'espionnage chinois et de tentatives de recrutement de fonctionnaires de niveau intermédiaire. Oui. Le soi-disant meilleur ami espionne carrément et recrute des fonctionnaires russes pour qu'ils travaillent directement pour Pékin. Et que fait Moscou ? Eh bien, peut-être qu'ils attrapent dans les espions. Ou alors, ils poursuivent la Chine en justice. Ils expulsent des diplomates, comme pour n'importe quel autre espionnage. En principe, comme le font les autres pays. Si on remarque de l'espionnage, on expulse par exemple l'ambassadeur ou des fonctionnaires de l'ambassade ou du consulat. Non, Moscou ne fait rien. Moscou ne se précipite pas pour porter ces questions sur la place publique, afin de ne pas aggraver les relations stratégiques avec Pékin. C'est-à-dire que Vladimir Poutine supporte simplement et observe. Il y a un mot pour ça. Cocu. Voilà ce qu'est Vladimir Poutine dans cette situation. Voici l'essence de l'amitié sans limite en un paragraphe. Un pays qui ouvre des affaires pénales pour trahison d'État juste pour avoir envoyé des photos sur Telegram. Qui juge les Russes parce qu'ils ont participé à un piquet avec un bout de papier. Ce pays tolère en silence le recrutement de ses propres fonctionnaires, et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a peur de vexer son partenaire. Et voici le point clé. Faites attention. La Chine recrute. Elle recrute précisément des fonctionnaires de niveau intermédiaire. Pourquoi le niveau intermédiaire est-il important et non l'élite ou un niveau inférieur ? C'est précisément ce niveau qui compte. Parce que c'est précisément le niveau intermédiaire qui, dans 5 à 10 ans, deviendra le niveau supérieur. Autrement dit, Pékin recrute précisément ceux qui détermineront l'avenir de la Russie après le départ de Vladimir Poutine. Pékin prend tout simplement Poutine pour un idiot. Et il travaille sur tout son entourage. Plus tôt dans cet épisode, j'ai dit que la Chine fait mariner les Russes. Voici un exemple concret de la manière dont Pékin procède. C'est le plus visible avec le gaz. Force de Sibérie 2. C'est un projet dont on discute depuis plus de 10 ans. Il doit porter les livraisons de gaz russe vers la Chine à 100 milliards de mètres cubes par an. Pour Gazprom, qui a perdu le marché européen, c'est littéralement une question de survie. Que fait la Chine ? Elle fait traîner les choses. En mai 2026, Vladimir Poutine a effectué sa 25e visite en Chine, et la 5e depuis le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Il avait alors emmené avec lui 5 vice-premiers ministres, 8 ministres, le chef de Gazprom, le chef de Rosneft. C'était une énorme délégation. Vladimir Poutine a parlé à Pékin des perspectives illimitées de coopération avec la Chine. Ils ont signé pas moins de 40 documents, mais aucun d'entre eux ne mentionne ni la force de Sibérie 2, ni même la coopération dans le secteur pétrolier et gazier en général. Et voilà que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après les négociations, marmonnait alors, je cite, « Il reste quelques nuances à discuter. Il n'y a pas encore de délai précis. Et cela, je le répète, dure déjà depuis plus de 10 ans. » Savez-vous ce que la Chine a fait en parallèle ? Ils ont exigé que le prix du gaz russe soit divisé par 5. Il dit « Pourquoi vendez-vous le gaz aux Russes, à ces êtres sauvages, moins cher qu'aux Chinois ?» Et Xi Jinping dit très sérieusement à Vladimir Poutine « Fixe pour la Chine le même prix que celui que tu as sur ton marché intérieur. Au même prix que tu vends aux Russes, tu dois vendre le gaz aux Chinois au même tarif. » Si le Kremlin refuse, la Chine ira vers d'autres fournisseurs et dit « Peut-être que nous n'avons pas besoin de votre gaz, alors baissez les prix pour les prochains contrats. » Et le fait est que le gaz russe n'a vraiment plus nulle part où aller maintenant. Le marché européen est perdu. Il n'y a pas d'alternative. On peut donc exercer toute la pression voulue. Voici des nouvelles récentes. Aujourd'hui, le 14 juillet, un message est apparu indiquant que la Chine a complètement arrêté les négociations sur le projet Force de Sibérie 2. La Chine a réduit ses achats de pétrole à l'étranger à leur plus bas niveau depuis 10 ans. Autrement dit, réfléchissez-y. Au moment le plus difficile pour la Russie, lorsque les raffineries de pétrole brûlent, que les revenus tirés de la vente de pétrole chutent, qu'il y a une crise du carburant dans le pays, qu'on a besoin de chaque acheteur, de chaque partenaire stratégique, la Chine se contente de réduire ses achats et de geler le projet principal.
C'est ça, faire mariner. Autrement dit, pour que Poutine rampe littéralement à genoux devant les Chinois, devant le dirigeant chinois, et le supplie de l'aider. Pour l'instant, Xi Jinping se contente d'observer comment Poutine tente de résoudre le problème. Mais voici ce qui est intéressant. Pourquoi Pékin a-t-il commencé à parler du départ de Vladimir Poutine précisément maintenant? La réponse réside dans l'état même de Poutine. Le Centre national VTSIOM a cessé de publier le taux de confiance publique envers Vladimir Poutine après que celui-ci soit tombé à 29,5%. C'est le minimum depuis le début de la guerre. En 4 mois, la chute a été de près de 10 points. C'est un record depuis la réforme des retraites en Russie. Le raffinage du pétrole. Le volume de raffinage en Russie est tombé au niveau de 2005. Crise du carburant dans tout le pays. Les régions sont déjà au bord de déclarer l'état d'urgence. Et d'ailleurs, dans le Kraï de l'Altaï, ils ont déclaré qu'une catastrophe alimentaire se prépare, car à cause du manque d'essence, les agriculteurs ne peuvent tout simplement pas récolter leurs récoltes dans les champs. Autrement dit, à la 5e année de la guerre à grande échelle, Vladimir Poutine est confronté à une combinaison de défis sans précédent jusqu'à présent. Depuis qu'il est au pouvoir. Et les Chinois sont des pragmatiques, ils voient exactement les mêmes chiffres et exactement la même situation que nous. Ils ne sont donc pas influencés par la propagande russe. On peut raconter aux Russes autant qu'on veut que tout va bien, que les raffineries brûlent, mais que ce n'est pas grave, qu'on va riposter et que les Ukrainiens vont s'étouffer. Et voilà, tout ira bien chez nous, les Chinois voient la même chose que nous. Ils voient ces raffineries en feu, ils voient les problèmes de la Russie, et qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent des conclusions avant tout le monde. Et la conclusion est la suivante. Vladimir Poutine a construit sa politique étrangère sur une seule thèse. La Russie a un grand allié avec lequel elle va défier tout l'Occident collectif. Il est allé à Pékin 25 fois, il a vendu du pétrole à la Chine à prix réduit, juste pour garder cet allié. Il a même laissé l'Asie centrale sous l'influence de la Chine, et Poutine garde le silence sur le recrutement de ses fonctionnaires par les Chinois. Et c'est lui qui criait qu'avec la Chine, ils allaient construire un monde multipolaire. Et à la fin de 2021, je rappelle que Poutine a même défié l'OTAN. Il disait « Arrêtez vos activités parce que vous voyez quel allié j'ai. Craignez-nous, avec la Chine, nous allons montrer à tout l'Occident de quel bois on se chauffe. » Mais en réalité, après 5 ans de guerre à grande échelle, Poutine a obtenu le statut de moins de 4% du commerce chinois. Donc, ce n'est pas un partenaire si critique que ça. Le gazoduc gelé Force de Sibérie 2. C'est-à-dire que Poutine se vantait, et maintenant la Chine dit « Oui, bon, arrêtons probablement déjà cette histoire qui traîne. Voilà, pour l'instant, on ne va pas continuer. » En plus, Poutine a reçu la demande de Xi Jinping de diviser par 5 le prix du gaz. Et des diplomates chinois qui font déjà connaissance avec ceux qui viendront après lui. Voilà ce qu'a obtenu Vladimir Poutine. Le plus humiliant dans cette histoire, ce n'est même pas que Pékin se prépare à une Russie sans Poutine. Oui, c'est logique. Les diplomates se préparent, les politiciens pragmatiques savent que Poutine partira un jour. Non. Le plus humiliant, c'est que la Chine fait cela parce qu'elle se moque complètement de savoir qui est au Kremlin. Pour une raison quelconque, Poutine s'est imaginé qu'il était important en tant que personnage, en tant que personnalité, en tant que sujet. Non. Ce qui compte, c'est seulement que la Russie reste isolée, hostile envers tout l'Occident. Et pour la Chine, l'essentiel, c'est qu'elle soit bon marché. Tout simplement bon marché. Poutine est entré dans cette guerre pour rendre à la Russie le statut de grande puissance. Et il a obtenu le statut d'une grande station-service offensée et très docile, à laquelle on cherche déjà un nouveau gestionnaire. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.